You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la deuxième saison de Code Facts. Bonne année, je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence Keystone ATS. Avec Grégory Beau de l'agence Sport Center, on va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant les fêtes. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses. On commencera avec Bienne qui enchaîne les défaites. Ils en sont à 8 en championnat, 10 si on prend la Coupe de Suisse, la Champions League. Fribourg qui heureusement a battu Langnau, c'était pas bien parti, mais qui essaye de lutter, alors lui pour obtenir la 8e place. Genève, place au leader, on s'incline, bravo Genève. Et vraiment incroyable cette saison, tout fonctionne, tout roule du côté des Vernets, et puis on termine par Lausanne, où ça va mieux, avec 4 victoires de suite. Et puis après, encore juste un petit détour, toujours à Lausanne, mais pour parler des JOJ et du tournoi 3-3 qui va se dérouler à Malais. Salut Greg. Salut Jean-Fred, bonne année. Bonne année à toi aussi. Trop de choses à dire, on file comme le vent là, on va se dépêcher. Ouais, beaucoup de nouvelles en 3 semaines, beaucoup de matchs qui se sont joués, la Spengler qui s'est déroulée, le Mondial M20. On hésitait à partir sur un 2 heures, mais je crois qu'on va pas le faire. On n'a pas que ça à faire non plus, nous, parce que derrière il faut monter l'épisode. Donc effectivement, on va aller droit au but. On va commencer par Bienne, théorème de Code Facts oblige, qui veut qu'on parle d'abord des équipes qui sont dans le dur. Et à Bienne en ce moment, c'est 8 défaites de rang en championnat, 10 si on prend la Coupe et la Champions League. Seulement 3 si on prend en considération la victoire 13-2 contre Saint-Imier en match amical durant les fêtes. Finalement, s'il peut y avoir une petite lueur d'espoir du côté biennois, c'est que lors des derniers matchs, ils arrivent quand même à faire au moins un point. Ils perdent en prolongation. La défaite d'ailleurs au tir au but, mais la défaite à Davos, dernière en date, à 4 secondes de la fin. La fin de la prolongation. Ouais. Elle fait mal. Elle fait mal, je suis d'accord avec toi. Puis là, c'est vraiment la spirale négative. Tu as l'impression que tout ce qui peut mal se passer se passe mal actuellement pour Bienne. Après, on a beaucoup parlé en début de saison du fait que Bienne gagnait des matchs qu'ils ne devaient peut-être pas forcément gagner, avec des matchs où ils étaient ultra dominés, où tu avais des statistiques, j'exagère à peine, mais de 38-14 au shoot, puis ils gagnaient 4-1. Et du coup, on l'a dit une fois ou l'autre, avec l'aide aussi de Cédric Ramcage quand il est venu faire notre épisode sur les statistiques et sur les prévisions, j'aime pas ce mot, mais sur les prévisions que prédictions sur la suite. Et Bienne était prêt, devait se prendre un mur tôt ou tard. Après, est-ce qu'il vaut pas mieux se prendre un mur en décembre-janvier et puis se remettre les idées en place après? Je pense que c'est le meilleur des moments. D'ailleurs, je crois que c'est Didier Massy qui le disait au Pécaliste lundi soir que à choix, autant se prendre un mur maintenant, et je le rejoins complètement. Ouais, c'est clair. Maintenant, il faut quand même réussir à se relever. Bienne joue 2 fois Zoug. Bonne chance quand même, quand tu es au fond du trou, de jouer 2 fois Zoug, il y a quand même pire. L'avantage, c'est qu'ils vont aller sans pression. Maintenant, Bienne continue de concéder beaucoup de shoots, je trouve, et c'est quand même embêtant. Et il concède beaucoup de shoots, certes, mais avant, il y avait un Hiller stratosphérique. Hiller ne l'est plus du tout actuellement. Et puis Pope aussi, quand il le remplace, on avait l'impression des fois que tu pouvais le permettre. Je me rappelle une fois, tu disais, je crois que c'était contre Ambry, Hiller, il avait eu droit à un vendredi où il avait pu faire des grillades. Exactement, et Pope avait absolument fait le job comme il fallait. Là maintenant, on se retrouve avec un gardien moins stratosphérique, un gardien un petit peu plus moyen. C'est peut-être aussi parce que les défenseurs sont moins alertes et qu'il y a un petit peu de panique, un petit peu à tous les étages. C'est léger comme ça, mais ça fait gripper toute la machine. Ils ont pas mal de blessés aussi. Toutes les équipes, à peu près, ont droit à leur lot de blessures. Certaines ont un peu plus de chance que d'autres. Mais là, quand même, il y a encore Kunti qui est out. Ils ont Pouliot. On l'avait dit aussi que Pouliot, il est important vis-à-vis notamment de Rayala. Alors, il se trouve que Rayala a marqué un doublé contre Davos. Donc, ce n'est pas un pur produit de Pouliot. Il arrive tout à fait à marquer des buts sans son centre attitré. Mais mine de rien... Mais depuis le début de saison, ils ont quand même eu souvent des périodes où il y avait pas mal de blessés. Et malgré tout, tu avais l'impression que ça leur passait au-dessus de la tête sans aucun problème. Mais là, effectivement, sur les 8 défaites, les gardiens ils sont à 87,34%.
au pourcentage de shoot, c'est 10,5. Donc offensivement, ils génèrent peu de shoot, mais ils sont efficaces. Mais ça leur fait un PDO de 97 et des brouettes, donc ils sont clairement en sous-performance actuellement. Ça va aller mieux peut-être dans pas trop longtemps, mais ce qui est intéressant à suivre de l'extérieur, c'est de voir la crise à la biennoise, j'ai l'impression. À tout ce que je lis, tout ce que j'entends, je pense dans pas mal de clubs avec 8 défaites de suite, c'est le remue-ménage tous les matins. On se pose la question, est-ce qu'en fin de journée, l'entraîneur est plus là? Quand tu as dit crise, d'ailleurs, ça m'a surpris parce que j'étais là, mais il n'y a pas de crise. Exactement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sérénité. Est-ce qu'elle est de façade ou est-ce qu'elle est réelle? Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle est réelle. On a confiance. Et nous, on parlait assez souvent à ce micro de croire en la culture biennoise, disons, faire venir 2-3 desperados de la ligue et de se dire chez nous ça va bien se passer, vous verrez, il n'y aura pas de problème. Brunner, mais oui, pas de souci, il va venir, ça va être nickel. Kunti, ça va aller. Alors, on a mis beaucoup plus de réserves sur Kunti que sur Brunner. Visiblement, on n'entend rien hors glace qui indique que ça ne va pas. Donc, là aussi, j'ai l'impression qu'ils croient toujours en leur culture de club et de se dire ok, on va passer par-dessus ça, et si ça se trouve, ça peut même nous rendre plus forts derrière d'avoir traversé cette crise. Maintenant, ben oui, mais il va quand même falloir gentiment commencer à gagner à nouveau des matchs, parce que ça paraissait presque absurde au moment où on a quitté ce podcast, à mi-décembre, mais là, la barre est pas loin pour bien. Ouais. Et puis, ce qui me fait aussi sourire, c'est un peu récurrent dans, j'ai l'impression, tous les suiveurs de tous les clubs, quand tout d'un coup, ça allait bien, puis ça va un peu moins bien, on entend ou on peut lire certaines fois que ouais, mais l'entraîneur, il réagit pas. Il reste les bras croisés. Et je lis un peu des fois sur Tormenon comme quoi il est trop passif. Alors que quand ça va bien, cette passivité, finalement, elle est pas mise en doute. Mais tout d'un coup, quand ça va pas, pourquoi est-ce qu'il faut commencer à revenir? Il va pas changer. Il va pas changer sa façon de coacher. Parce que tout d'un coup, ça va un peu moins bien. Forcément que lui, capitaine à la barre, s'il croit en son système, puis qu'il veut que les autres adhèrent à son système, ils vont en tout cas pas changer de façon de faire, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bah, je parle des 2 matchs contre Zouk qui viennent. Après, il y a Genève, donc tu joues les 2 premiers du classement sur les 3 prochains matchs. Après, tu peux le voir différemment. Tu peux dire c'est pile le bon moment pour se dire bah, on a une grosse équipe qui peut-être ne lutte pas pour la barre et c'est le moment de faire un peu un statement. On n'est pas mort, les gars, vous verrez. Et je pense pas que, et à l'image de tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on lit de l'extérieur, je pense pas que c'est l'heure de paniquer. On peut peut-être en reparler dans 15 jours, parce qu'après ces 3 matchs-là, c'est 2 fois Ambry, 1 fois Rapperswil. Donc, sur les 5-6 prochains matchs, il y a vraiment moyen de faire des points, de repartir vers l'avant. Hilaire, il va pas constamment être mauvais. J'arrive pas à croire que... On dit souvent qu'en fin de carrière, un gardien, il peut tôt ou tard prendre un mur. Quoi. Ouais. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça. Parce que je me rappelle d'un match à Genève où il avait été fantastique. Tu avais l'impression qu'il était tout le temps bien placé. Et ça, c'est vraiment un des trucs où moi, j'essaie le plus de faire attention. Je sais pas si j'ai déjà développé ça ici, mais le placement et la facilité des arrêts, on va dire, où tu as l'impression qu'en fait, les attaquants, ils lui mettent tout sur le plastron. Mais des fois, c'est un peu trop réducteur. Et si tu regardes juste le travail de placement du gardien et la capacité à toujours être bien placé, ce qui rend tous les shoots faciles, il a dégagé exactement ça à Genève. Je pense que lui aussi traverse une petite mauvaise passe, mais vu que leur pourcentage au shoot est actuellement bon offensivement, tu as l'impression qu'il y a une efficacité. Bah, je pense que c'est pas qu'une impression. D'ici 1 à 2 semaines, on reverra un bien repartir vers le haut. Ouais, c'est pas qu'une impression. Hein. Ils marquent des buts. Ils font pas des défaites. C'est pas un 5-1 où tu as beaucoup de soucis à trouver le fond du filet. Non. Ils ont Kunsley, ils ont Rayala, ils ont Fuchs. Ils ont quand même des gars qui sont capables de se lever dans la tempête. Par contre, tu as parlé de Damien Brunner et je me disais, ben voilà, tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, Damien Brunner, depuis qu'il est revenu, il avait fait un match de retour absolument somptueux. Il marque 2 buts. Depuis, c'est le désert. Hein. Il a pas mal de peine à retrouver son niveau. On parlait de Sprunger, qui avait aussi, tu disais, une période 13 matchs sans but pour un Julien Sprunger. C'est une éternité. C'est pas possible. Damien Brunner, qui est moins un buteur patenté que Sprunger, mais c'est aussi quelqu'un où on s'attend quand même à le voir pointer très régulièrement. Puis là, il est dans une phase peu plus compliquée. Mais comme tu dis très justement, sur les 6 derniers matchs, ils sont à 3 buts marqués par match. Donc c'est pas de ce côté-là de la patinoire que le problème doit exister.
Vraiment, moi, je pense que dès que tu te retrouves avec un gardien à nouveau à 92%, ça marche. Surtout que cette défense, j'ai toujours eu des petits doutes et j'en parle souvent avec des suiveurs de Bienne par rapport au futur. On me dit, ah, elle va être belle cette équipe l'année prochaine. J'ai toujours une petite question. Est-ce que Forster, vraiment, d'ici une année, qu'est-ce que ça va donner? Tu parlais du step down des gardiens, Forster aussi, je pense que lui... Il pourrait, mais avec Salmela, avec Radgeb, Moser qui est de retour. Alors, je pense pas que la série de défaites est liée à l'absence de Moser pour le mondial M20, mais il va faire du bien. Là aussi, je pense que ouais, ce côté de la patinoire, ça va de nouveau cliquer comme ça a cliqué en début de saison. Et vraiment, à un moment, il nous rendait quand même un petit peu fous avec nos statistiques avancées qui disaient Bien va s'en prendre une, mais ça n'arrivait jamais. Mhm. Bah voilà, là, c'est en train de plus ou moins changer. Mais ouais, pour moi, il y a à l'image de ce que dit Steinegger dans les différentes interviews qu'on peut lire dans le journal du Jura notamment, c'est pas le moment de paniquer. D'ailleurs, parce que l'équipe ne fait pas de la merde finalement. Si tu regardes cette rencontre à Bienne, certes, c'est une défaite de plus, mais c'est une défaite en prolongation déjà. Et la veille, c'était une défaite au penalty contre Lausanne. Donc penalty, c'est un pile ou face. Prolongation, ça reste un pile ou face, surtout à 5 secondes de la fin. Ben, voilà, ils ont perdu 2 pile ou face de suite. Ouais, puis contre Berne, ils sont menés 2-0. Ils jouent pas bien. Puis tout d'un coup, au troisième tiers, ils arrivent à revenir à 2-2. Juste en fin, avec un Hultström, d'ailleurs au passage, qui est finalement Il est excellent. Très bonne pioche. Et ils se prennent le but de la victoire de Berne à 45 secondes de la fin. Ouais, c'est vraiment, ils ont pas de bol. Là, on parle de puck luck pour le PDO. C'est vraiment bad luck, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est plein de petits facteurs qui me semblent vouloir dire que le plus dur est derrière. Reste maintenant à cette première victoire qui va forcément faire du bien le jour où elle va arriver. Il va falloir capitaliser dessus. Voilà, ouais, mais il va falloir qu'elle arrive surtout. Et là, on est à urgence -1, disons. Il va falloir en gagner 2 sur les 3-4 prochains, puis du coup, ce sera nous relancer. On passe à Fribourg, qui heureusement a eu une victoire en prolongation, qui a fait vraiment, vraiment du bien. Avec un but de Sprunger qui signe un doublé d'ailleurs dans ce match. Je parlais de urgence -1 pour Bienne à l'instant. Là, honnêtement, ce jour-là, c'était l'instinct de survie. Là, c'était même plus l'état d'urgence. Parce qu'en cas de défaite contre Langnau, là, Langnau est à 6 points de Fribourg avec un match en plus. Donc Langnau a joué un match de plus. Faux. C'est bien qu'il y ait un match de plus, j'ai les yeux qui se croisent. à 5 matchs, mais avec le même nombre de 5 points, mais avec le même nombre de matchs. Là, Fribourg aurait eu 10 points de retard sur Langnau en cas de défaite en 60 minutes et ça prenait vraiment, vraiment le chemin à ce moment-là. Sachant que Berne, tu les rattrapes pas. Bienne, Lausanne, tu les rattrapes pas et après, on n'en parle même plus. C'est Langnau qui doit être la cible, on va dire, assez logique. Peut-être que je me trompe sur Berne au passage, hein, mais j'ai quand même l'impression que logiquement, tu te dis, si on va aller en playoff, il faut passer Langnau. Si Langnau est à 10 points à 17 matchs de la fin de championnat, à mon avis, c'est bon. Tu peux déjà préparer le tour de classement et puis faire la chenille dans les gradins, quoi. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à Fribourg, notamment avec la blessure de David Dernay qui est intervenu à la Coupe Spengler. Et puis l'engagement quasiment dans la foulée de Zach Boychuk qui est aussi venu à la Coupe Spengler. D'ailleurs, tu avais pu le choper à l'interview en fait quand il débarquait. Ouais, immense coup de bol. Vraiment, je connais assez bien son agent et lui ai écrit un message. Quoi. Je lui ai dit, je fais comment pour parler à ton joueur? Il dit, tiens son numéro. Puis je lui ai écrit, je dis, ouais, je sais pas sur quel fuseau horaire tu es, mais on peut s'appeler. Il m'a écrit, ouais, appelle-moi quand tu veux. Là, je viens de finir mon entraînement à Davos. Il dit, quoi à Davos? C'était la veille d'un match du Team Canada. Puis je dis, alors dans ce cas-là, vu que je suis là, je viens te dire bonjour à l'hôtel des Canadiens. Puis on s'est vu 1 heure plus tard. Alors que moi, je pensais vraiment que la question, c'est est-ce qu'il a déjà traversé l'Atlantique ou pas? Ouais. Non, il est venu se remettre en forme à Davos. Ce jour-là, il m'avait dit, je me sens bien, je me sens en pleine forme, malgré le fait que ça fait 9 mois ou 6 mois que j'ai pas joué au hockey depuis Berne. Je me sens léger et rapide sur la glace. Tu te dis, ouais, grande théorie. Je sais pas, moi je fais confiance à ce qu'on me dit en général. Oui. Mais je me dis, ouais, on verra bien. Hein. C'est ça. On a vu pour l'instant, je pense que c'est la vraie bonne surprise, Zach Boychuk. J'avais la stat pendant le match de Langnau. Depuis son arrivée, Fribourg avait marqué 6 buts à un moment du match contre Langnau. 7 buts, il était présent sur 6. Il avait 6 points à ce moment-là. Ouais. Donc en gros, tout passait par lui. Mais comme tout passait par David Dernay avant la blessure de Dernay.
Donc finalement, c'est juste du poste pour poste. C'est certes une très bonne surprise parce que remplacer Desharnais, ça se fait pas simplement, mais ça fait pas un upgrade pour Fribourg-Gotteron. Non. C'est juste, on limite les dégâts. Il y a eu une fuite d'eau, on l'a bouché. C'est un blitz. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que ça doit venir d'ailleurs, en fait. Et là, Fribourg a mis 5 buts. La ligne avec Sprunger a marché. Sprunger avec Wojciech et Motet, ça a bien fonctionné. Ça permet de mettre Brodin sur une seconde ligne. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, ça reste quand même la première ligne qui a généré un maximum de points. Tu me diras, c'est normal, c'est son rôle. Oui, ouais. je suis mais d'accord. Faut pas mais une équipe monoligne. Hein, non, exactement. Puis maintenant, avec la blessure de Walzer qui vient s'ajouter à celle de Rossi et celle de Desharnais, ça commence à faire pas mal parce qu'on rappelle, il y a eu l'annonce ce matin de la blessure de Walzer pour 3 à 4 semaines. Il s'est pris un puck apparemment, de ce que j'ai compris, ou un coup en tout cas contre Langnau. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions. Fribourg n'a pas une profondeur énorme devant. C'est quand même problématique. Walzer n'est pas incroyable, mais malgré tout, c'est un centre qui peut vraiment tenir ta troisième ligne. Est-ce que c'est la chance de Sandro Schmidt de venir un peu jouer sur une ligne un poil plus offensive? Parce qu'on a vu contre Langnau, il a déjà eu un petit peu sa chance à gauche à droite quand Stolberg a pris sa pénalité de match. D'ailleurs, je crois qu'on a eu une question à ce propos. Oui, c'est juste. C'est Tom Maillot qui est à la charge de Stolberg. Les sanctions. Ce qu'on attend de cette charge. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien. Peut-être qu'au moment où cet épisode va sortir, on aura reçu un mail de la Ligue. Mais là, en tout cas, actuellement, il n'y a rien. Déjà, on va commencer par la première question. Et tout le monde semblait se la poser dimanche. Est-ce que c'est mérité de mettre pénalité de match? Moi, je suis convaincu que c'est mérité de mettre pénalité de match sur cette action. Oui, on peut mettre pénalité de match pour une obstruction. C'est la première réponse qu'il faut donner. Et tu vas pas charger un gars qui n'a plus le puck depuis environ 5 minutes et tu viens pas dans l'angle mort charger un gars qui n'a pas le puck. Je veux dire, pour moi, c'est complètement normal. Huguenin n'est pas réapparu. Tu blesses un joueur, donc c'est forcément. Pour moi, cette charge, elle est vraiment, vraiment vilaine. Et match, c'est même pas une question pour moi. Ouais. Je sais pas si ton avis est le même. Moi, sur la blessure, j'ai toujours été d'avis de dire mais si tu blesses le joueur, en général, cause-conséquence, mais il faut toujours se méfier un peu de cette vision un peu à l'emporte-pièce comme ça. Pour moi, il le touche pas à la tête, il me semble. Mais après, s'il faut regarder 72 angles de caméra pour pouvoir définir un petit peu comme quand il y avait eu Wingles, oui, mais il touche un bout du menton selon certains. Ouais, c'est difficile. Les arbitres, ça va tellement vite. Pour moi, sur la glace, ils prennent la bonne décision. Voilà. On a suffisamment couiné à ce micro avec les 2+10, charge à la bande, on n'ose pas se mouiller. Là, les arbitres, ils ont pris des responsabilités. Ils ont dit, cette charge, elle va pas. Elle est inutile. C'est juste tout. ça, quoi. Effectivement. Elle est dangereuse. Si on veut protéger un minimum les joueurs, faisons en sorte que les agresseurs soient punis. Je pense de l'histoire, Stolberg, ça n'a jamais été un mauvais joueur ou un méchant joueur. Mais moi, je le vois clairement comme le début de match. Moi, je vais leur montrer en fait que je vaux mieux que ce que je fais depuis 3 mois. Puis il a tout donné, j'ai l'impression. Mais... Je vais montrer à ce Grégory Beau qui a écrit que j'étais pas bon, que finalement je suis bon. Je l'ai pas traduit l'article en suédois, donc je pense que ça lui est pas revenu aux oreilles. Mais toujours est-il que il commet un geste. Maintenant, la question de la punition ultérieure, faut toujours se méfier de faire des pronostics parce qu'on est faux. Puis je pense que la roulette juge unique, entre le PSO et le truc, on est de toute façon tout le temps à côté. Donc quand on pense que ça mérite 3, 5, 10, puis de toute façon ça fait 1. Quand on pense que ça mérite 1, il en ramasse 4. Donc, Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bon, un match il aura, vu qu'il a pris la pénalité de match. Maintenant, est-ce que ça va au-delà de ce match de pénalité, de suspension 2, 3 je suis vraiment... Je suis dans le dur pour donner un avis assez précis, dans le sens où, effectivement, si tu estimes que la tête est touchée, si j'ai pas vu tous les angles de caméra, mais si tu estimes que la tête est touchée sur une charge blindside d'un joueur qui n'a pas le puck, oui, tu dois quand même donner... C'est malheureux parce qu'il y a eu des sanctions qui étaient tellement faibles pour des actions graves depuis le début de saison que tu dis, alors ça pourrait mériter 4 ou 5 matchs. Après, on se dira, non, mais attends. Depuis le début de saison, il y a eu des attentats où il y a eu un match de suspension. Donc, on en revient à ce problème de ligne
permissive en début de saison qui fait que derrière ça te met un benchmark qui est compliqué à faire évoluer durant la saison. D'ailleurs, on a une question de Sébastien Ducret, je m'excuse de te couper, Non, qui tu disait fais bien. comment faire confiance au système de suspension lorsque le juge modifie soit en plus, soit en moins la considération du PSO. C'est vrai ? Bon, le PSO, c'est pas parole d'évangile. Non, mais c'est un technicien, on va dire. Non, je suis d'accord, mais lui, il donne des recommandations. Il dit voilà comment moi je juge cette scène d'un point purement froid et sans prendre en Ce compte qui est bien. quoi que ce soit, les éléments, les antécédents et tout le reste, disons. Après, le juge unique, c'est quand même lui qui juge au bout du compte. Il a une recommandation, il libre à lui d'en tenir compte, ce qui est très souvent le cas, ou d'avoir un autre avis. Et s'il a un autre avis, on en parlera sûrement plus tard pour le cas Heudemark, où là, il a décidé, lui, que c'était de catégorie 2 et non catégorie 1, comme le recommandait le PSO. C'est son choix, et c'est son droit, surtout, de changer. Donc, il n'a pas mis en tort le PSO, il a juste dit, moi, j'ai un autre avis, voilà pourquoi, il l'argumente. Donc, moi ça ne me pose pas un grave problème que la recommandation du PSO ne soit pas suivie à tout moment. Si elle n'était jamais suivie, puis qu'en gros ça faisait cause toujours, prends ton salaire de PSO parce qu'il fallait faire genre, on a une structure en place. Là, ce serait différent. Mais j'ai pas de problème avec ça en tout cas. Et du coup, pour répondre à la question initiale, que va ramasser Stolberg ? Entre 1 et 8, quoi, environ. C'est plus une fourchette, c'est un râteau. C'est une fourche. Ouais. Mais on a d'autres questions concernant Fribourg, notamment Marcus Marquis. C'est quoi le souci au face-off à Fribourg ? Alors, selon lui, c'est... Alors, déjà, c'est l'absence de David Desharnais. Ouais, on prend beaucoup. Hein. Qui en prend une pellée. Donc là, je pense que c'est déjà un problème. Il faudra enlever Valzer aussi maintenant. Donc, ça veut dire que Sandro Schmidt va devoir prendre des face-off. Je crois qu'il était pas mal avec les M20, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Il était même excellent. Mais bon, c'est des M20, hein, faut pas non plus... on peut pas traduire, de dire ça marchait bien. En junior, tu verras contre un vieux routinier de National League, ça va passer la même chose. Non ? Non, clairement. Donc là, vraiment, l'absence de Desharnais, ça va clairement être un problème. Bikoff, historiquement, il a eu une saison où il avait été très bon au face-off, mais globalement, il est pas terrible. C'est un profil, c'est une qualité que tu as ou que tu n'as pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. C'est une faiblesse qui peut se travailler, mais c'est peut-être là aussi où tout l'intérêt d'engager de vrais bons joueurs de centre, accessoirement pourquoi pas des centres étrangers si tu n'as pas ça sur le marché suisse, pour avoir des gars à 55%, comme l'était Jim Slater à une époque, vu qu'on parle de Fribourg-Gotteron, voire plus, même quand il était dans les bons soirs. T'as le puck, tu gagnes du temps de possession. Si tes face-off en zone offensive, tu les gagnes, tu gagnes du temps de glace en attaque. Et c'est ça qui permet de générer du jeu et de l'offensive. Donc forcément, c'est ultra précieux. J'ai l'impression d'être dans la palissade là, mais... Non, mais parce que Fribourg, en plus, je trouve qu'il marque souvent. C'est un des clubs qui est capable de marquer sur un face-off. Il parle souvent dans MySport de set play. Et on a l'impression qu'effectivement, à Fribourg, souvent, ça peut être le centre qui gagne son engagement et derrière, c'est tout de suite but. Boychuk, c'est exactement ça. Voilà. Mais Desharnais l'a fait une fois avec Chavaya, Desharnais l'a fait avec d'autres joueurs et c'est ultra précieux. On se rappelle aussi que c'était Genève contre Lausanne là, après 8 secondes de jeu. C'est ce genre de truc, ça peut t'amener un but. Tout fait sur très très peu. Finalement, c'est ultra précieux, quoi, selon la physionomie du match. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un des points faibles de Fribourg-Gotteron, c'est les face-off. On se rappelle, il y a 2 ans, sauf erreur, Dubé, qui était donc que directeur sportif, avait chaussé les patins pour aller faire un atelier face-off un jour à l'entraînement. Donc ça date pas d'hier, ce problème récurrent à ce niveau-là. Il y a des vrais spécialistes du domaine. Je pense Nolan Diem, j'ai l'impression que chaque fois que je le vois, il gagne 4 engagements sur 5 avec Langnau. Et je suis sûr que si je vais voir les statistiques, je suis complètement à côté, mais je crois pas tant que ça. Et il y a des vrais spécialistes et c'est un profil intéressant. Et justement, dans cette optique, regardons ce que vaut Sandro Schmidt contre peut-être des plus routiniers que lui à l'engagement. Et puis, il y a eu aussi une info qui est sortie, qui n'a pas été confirmée, qui a même été infirmée, on peut dire, par Christian Dubé. C'était la potentielle arrivée de Chris Di Domenico pour la saison prochaine à Zurich, à Fribourg, je raconte, depuis Langnau. Et il y a plusieurs personnes, il y a Manfred et puis aussi Ju, qui nous demandent est-ce que Boychuk est à garder
quid de Di Domenico? Est-ce que ça veut dire que Fribourg pourrait partir à 5 étrangers? Est-ce que Di Domenico, puisque Dubé a dit non, est-ce qu'il a arrêté les discussions en voyant finalement les bonnes performances de Zach Boychuk? Alors, je pense pas que c'est lié, non. Je pense Pas non plus. Mais c'est drôle, il y a une sorte de... Comment dire, de bras de fer entre... et vu qu'il s'est passé en zone d'interview contre Langnau, où je peux en parler très librement, hein, de bras de fer entre Christian Dubé et Klaus Zaug de Watson. Donc Klaus Zaug, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien journaliste qui a des connexions assez fortes dans le milieu, qui connaît pas mal son truc et qui a annoncé effectivement Di Domenico a signé. Et il a dit à Dubé, il m'a dit qu'il avait signé à Fribourg. Et Dubé lui a dit, c'est impossible, tu mens. Si tu me soutiens qu'il t'a dit ça, tu es un menteur. Et il y a un bras de fer qui est en train de se... Et pour qu'il lui dise ça aussi directement, je pense que c'est vrai en fait. Et de ce que je crois savoir, Di Domenico prendra sa décision dans les 7 jours. Donc sa décision n'est pas prise. Je crois effectivement qu'il reste 3 clubs en gros, et que Fribourg soit dessus, c'est une évidence. Mm-hmm. Il amène ce que Brodin amène en termes de hargne et d'envie. De grit. Hein, voilà, mais il joue centre. Ouais. Où il peut jouer les 2 positions, mais il peut surtout jouer centre, ce que Brodin ne peut pas faire. Donc dans une idée où on en parlait pour le cas de Jeffrey à Fribourg, que selon moi c'était une bonne chose, ça aurait été une bonne chose, comme deuxième centre, ce qui permet de décaler toute ta colonne vertébrale avec Bikoff en 3 et Walzer en 4, ou Schmitt en 4 et Walzer, on ne sait pas. À voir, ça c'est pas moi le GM, mais d'avoir Di Domenico en deuxième centre, je pense que ce serait vraiment une bonne chose, lui ou un autre en l'occurrence. Mais lui c'est intéressant, il est de 1989, donc il a en gros il a 30 ans, il a encore de belles années devant lui, il connaît le championnat. On aime bien dire que quand on a un étranger, d'ailleurs on voit, on reprend qui? Boychuk, parce que Boychuk on l'a vu jouer, ouais. on sait ce qu'on a. Avec Di Domenico on sait ce qu'on a, il a ses... Alors c'est typiquement, il a ses plus et ses moins. Hein. Ça peut être, il peut ramasser des pénalités, il peut péter les plombs, mais quand il est bien luné puis qu'il est bien dans son système, c'est intéressant. Et je pense que des fois dans le système Heinz Sellers, ça l'énerve profondément. C'est un professionnel, il fait ce qu'il faut, mais que si tu lui laisses un peu plus d'espace, ça pourrait vraiment être pas mal. Puis à Fribourg aussi, des fois, on sait, il y a les émotions, il y a la nouvelle patinoire, donc il y aura plus de monde. Donc vraiment un truc, je trouve que ce move, s'il se passe, il est intelligent et il est intéressant. Parce que t'as quelqu'un, on sait ce qu'il vaut, il peut peut-être même encore s'améliorer. Donc ce serait franchement un peu de risque que ça foire, je trouve, suivant comment tu lui donnes. Évidemment, peut-être pas lui donner 5 années de contrat, mais ce serait pas le cas. Moi, j'ai assez l'impression que ça devrait se faire. J'ai un sentiment comme ça, j'ai aucune info. Justement, à cause du fait qu'il y a eu une fuite sur Watson de cette histoire, bah du coup, toutes mes antennes, j'ai l'impression que se sont refermées en disant « Ouh là là, j'ai pas envie que ça sorte de mon côté ou de mon côté », parce que c'est toujours un peu la même chose dans tous les clubs. Il y a des endroits où on peut puiser. Bah là, j'ai l'impression que tout s'est refermé comme les huîtres, on va dire. Et voilà, bah maintenant, on attend fébrilement, mais j'ai un sentiment que le fait qu'il annonce qu'il parte de Langnau, c'est déjà une chose. J'ai pas l'impression que c'est un joueur qui doit intéresser toute la Suisse. Je sais pas pourquoi. Comme tu parlais avant, justement, il y a certains moins dus au caractère ou autre, mais à Fribourg, où justement, on se dit de temps en temps, bah, peut-être qu'il pourrait amener ce qu'a amené Brodin, en avoir un de plus si Fribourg part à 5 étrangers comme lui, peut-être c'est pas mal. Et puis il y avait aussi un autre truc que je voulais voir avec toi sur Fribourg, c'était ce qui s'est passé à Koos Spengler avec Ludo Weber, qui, lors d'une interview, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu fait avoir, un peu trop bon, trop con, quoi, sur le coup, où on l'a un peu mis devant le fait accompli en disant quelle est la différence entre Fribourg et Ambry au niveau du vestiaire. Puis lui, il a surtout mis en avant la qualité un peu traditionnelle, on a l'impression que si on nous demande à nous ou si on demande à n'importe quel joueur, on va dire le cœur et les tripes, Ambry, c'est génial. Et puis qu'il n'a pas forcément voulu dire qu'il y avait plus de cœur qu'à Fribourg, mais que ça a été interprété comme ça finalement. Alors, pour avoir été présent, je suis assez à l'aise pour en parler. Moi, j'ai fait l'interview en français de Ludovic Weber. Et on a parlé de ça, mais en français, d'ailleurs, il n'y a aucune des phrases que j'ai estimées suffisamment intéressantes pour la mettre dans l'interview que j'ai faite de lui, parce que c'est après son blanchissage.
à ce propos justement du vestiaire de Fribourg, etc. Il m'a juste dit que, enfin, il était très très carré, disons. Il m'a dit les choses qu'il fallait dire, qu'à Ambry, effectivement, que c'était super, que dans le vestiaire ils l'ont accueilli, que c'était génial, qu'il était content de jouer, etc. Je dis c'est bateau dans le sens pas négatif. Il a fait le vrai bon professionnel devant le micro, dans sa langue maternelle. Après, il part en allemand, et pour l'écouter parler en suisse allemand, et c'est pas lui faire injure, c'est pas sa langue maternelle. Mais il s'en sort pas mal. Hein, il s'en sort, ouais. Alors tout à fait. Il va falloir il va le développer à Zurich dès la saison prochaine. Mais effectivement, la question est posée de manière différente. C'est alors, est-ce que tu peux comparer Fribourg et Ambry ? Déjà, il aurait pu lui dire, c'est quoi cette question ? Merci, next, quoi. Ouais. Non, il dit, ici, à Ambry, blablabla. Il entre dans le piège. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Je pense qu'il se fait pas avoir. Dans le sens, si je dis il se fait avoir, ça veut dire qu'il y a eu une volonté de. C'est pas le cas. Le journaliste il pose une question en disant Ambry, ceci, cela, ils viennent de gagner. Effectivement, tu as l'impression qu'ils posent leur trip sur la glace tous les soirs et pas qu'à la Coupe Spengler en championnat aussi. Ils sont chiants à jouer. Donc, parle-nous de l'état d'esprit là. Et moi, j'ai fait la même chose avec Florent Douet qui était là-bas aussi depuis Genève. Il me dit c'est extraordinaire. Effectivement, il y a une vraie énergie qui se dégage, etc. Mais à aucun moment, ça m'est venu à l'esprit de le mettre en contradiction avec Genève. Et là, la question a été posée, compare les deux. Et puis il a dit, ici c'est comme ci, comme ça. Ouais, c'est peut-être la plus grosse différence, je sais pas. En gros, il peut-être. Dit, ouais, c'est peut-être. Puis à la fin, il dit, c'est ça peut-être la différence, peut-être. Et puis ça s'est enlevé le peut-être d'ailleurs en allemand. Et moi, j'ai l'impression sur alors, hormis le cas Weber, mais si on devait dire qu'est-ce qui fait la différence d'Ambry par rapport aux 11 autres équipes, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit qui est encore plus marqué qu'ailleurs. Je le sens comme ça de l'extérieur et tout ce que j'entends du vestiaire aussi, parce qu'il y a quand même une cohorte romande où les liens tessinois et romans sont assez forts, donc on peut assez facilement parler du vestiaire, disons, et dans le vestiaire, il y a une vraie mentalité qui a été mise là-bas par Luca Cereda, par Paolo Duca, de tous les soirs, on va mourir sur la glace s'il le faut, en gros, en exagérant à peine. En même temps, ils sont un peu obligés. Hein. Et exactement, en fait, nous, on n'a pas d'argent ou peu d'argent. On a des idées, non mais... Non, mais par contre, on a des tripes et on va les mettre sur la glace. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu mettre en avant. Il veut mettre en avant les tripes d'Ambry. Et la question, elle est orientée. Puis forcément, derrière, c'est repris. C'est pas faux, ce qui a été écrit. Je pense qu'avec un poil de contexte, on l'interprète différemment, je trouve. Et puis, tu voulais aussi revenir un peu sur le calendrier de Fribourg. Ouais, il joue pas ces temps, c'est rigolo. Donc, tu as des périodes où tu joues, et c'est pas pour contre Fribourg, là c'est complètement égal, mais là en l'occurrence c'est à Fribourg que ça se goupille comme ça. 3 matchs en 4 jours, comme beaucoup d'autres équipes, pas de problème, ils sont frais et ça doit pas être un souci pour les athlètes pro de gérer ces 3 matchs en 4 jours, apparemment. Après, il y a 19 jours, 4 matchs. Ouais. Ils jouent un match contre Lausanne samedi, puis plus rien jusqu'au vendredi suivant, puis le lendemain contre Berne, et à nouveau plus rien contre Ambry. Que 4 matchs. Et voilà, c'est pas évident, j'imagine, de garder un certain rythme dans cette période. Après, tu peux le voir des deux côtés, ils ont plein de blessés, donc le fait de un petit peu moins jouer, c'est sûrement pas perdu. Mais c'est assez étonnant de voir que justement, il y a eu 2-3 très grosses périodes avant et après les fêtes, puis là de nouveau, plus rien pendant un petit moment. Je me demande comment ça se gère justement d'un point de vue physique aussi, ça. C'est pas les seuls qui sont... Ouais, surtout qu'après on a les playoffs évidemment, où le Exactement. rush pour aller en playoff et où tu dois être prêt, frais pour pouvoir répondre aux exigences, parce qu'on sait que ça va devenir un petit peu plus dur, un peu plus serré, il y aura un peu plus de bataille. Et il faudra que Kylian Motet continue d'être Kylian Motet en ce moment, c'est-à-dire quasiment le meilleur joueur de Fribourg. Complètement. Mais... il faudra que Gunderson soit aussi le meilleur défenseur, que Reto Berra continue à être à un mur. Non, vraiment. Pendant ce temps, les autres vont jouer des matchs, potentiellement faire avant que Fribourg compense cette petite période un peu creuse. Ils vont faire potentiellement des points. Tu vas peut-être voir le gap avec la Barse un tout petit peu se grandir ou pas, si ça se trouve. Mais ouais, ces 2 prochaines semaines, elles vont pas être faciles à gérer à plus d'un point. Prosternez-vous devant le leader. On a l'impression que les fans genevois
sont pas avares quand il faut dire qu'ils sont premiers. Je Et- vois sur et- les réseaux sociaux, à raison. Hein, Ils auraient tort de s'en priver. Hein. Parce que c'est pas le leader de mi-octobre. Hein. Non, C'est le leader de mi-janvier ou début janvier. C'est quand même différent. le quoi. leader de 2/3 à peu près du championnat, avec une formation qu'effectivement on voyait plutôt batailler autour de la barre. Finalement, non, il bataille pour la première place. Alors, personne nous rappelle le classement au point par match où Genève est 3e, évidemment. Mais toujours est-il que là en ce moment, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Ils nous ont surpris depuis le début de saison. Puis moi, j'avais l'impression, et comme bien, finalement, on se disait attention, ça peut pas durer, mais ça va pas être tout le temps aussi facile. Mais ouais. Et ça a l'air facile. GSHC, le C, c'est pour confiance, quoi. C'est pas club. Exactement. Ils ont une confiance, c'est incroyable. On a l'impression que tout roule. Franchement, ce match contre Ambry qui gagne 2-0, il marque les 2 premiers buts, je fais c'est bon. Je pouvais déjà écrire mon texte. Je ne voyais pas Ambry être capable de revenir tellement, je trouve qu'il dégageait un sentiment de force, de confiance en eux. Moi, j'étais plus impressionné par le match à Zoug, finalement. Parce oui, alors, bien sûr. Ambry, ils ont passé environ 37 heures dans le car. On aurait dit une équipe de OHL pendant 3 jours où ils ont été envoyés à Lausanne, revenir à Ambry, renvoyés à Genève. C'est absurde. Et mon collègue Christian Maillard l'a mis en avant dans son papier du match Genève-Ambry sur le matin.ch. Là, tu dois double-checker le calendrier. Et puis, tu dois te dire non, mais attendez. Oui, ils ont joué la Spengler. C'est pas une raison pour jouer moins de matchs derrière. On a le droit, par contre, de ne pas les faire faire 3 fois les allers-retours dans la Suisse comme ça. C'est aberrant. Mais par contre, la veille, Genève va gagner à Zoug. Alors déjà, c'était le musée des horreurs historiquement d'aller jouer à Zoug pour eux. À part ça, c'est dingue de se dire que ça faisait le 30 novembre 2014 que tu n'arrives pas à gagner dans une patinoire, en fait. Alors qu'on le répète sans cesse, le championnat est très ouvert, tout le monde peut battre tout le monde. Mais d'avoir quand même ce côté où tu n'arrives pas. Et les joueurs changent, les entraîneurs changent, mais non, tu n'y arrives pas. Puis pas une fois. Par hasard, tout le monde peut pas, comme tu dis. Rapperswil peut aller gagner à Berne un samedi soir, ça peut arriver. Et là, non. Puis là, ce soir-là, il y a eu le récital Temernes. Oh là là. Un doublé plus 1 avec la cage vide, on va dire. Triplé de Temernes, ça fait assez longtemps que la blague sur Jean-Michel Temernes, là, c'est bon, on est vraiment passé à autre chose, mais ça fait quand même poser une question. Il foutait quoi cette première saison ? Ouais. Quand tu vois à quel point il est dominant maintenant, des deux côtés de la glace, à quel point il fait tout en powerplay, à 5 contre 5, il est intransigeant défensivement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Genève a une défense qui tient aussi bien la route. C'est parce que Temernes avale des minutes et est toujours bien placé, toujours juste. Ce joueur, c'est une crème, quoi. J'adore le voir jouer. Et d'ailleurs, Diaz avec Zoug, quand tu as un défenseur qui mange de la glace et qui est capable de dominer comme ça, forcément que on va mettre en avant le temps de jeu gargantuesque et puis on va mettre en avant les points. Et puis forcément avec Temernes, il en marque quasiment, il a quasiment 1 point par match. Et on se rappelle, il était blessé à un moment, ça n'avait pas trop péjoré finalement Genève, mais depuis qu'il est de retour, ça appuie encore plus. Alors c'est ça qui est fou, c'est que finalement, vu qu'ils arrivaient à s'en sortir sans lui, avec lui ça va encore mieux. C'est une logique presque implacable. Mais il fait un bien fou, il a une vitesse de pied, sur l'avantage numérique, il est ultra précis. À 3 contre 3, par exemple, en prolongation, tu sais que normalement, s'il est là, ça risque de bien tourner. Puis j'ai l'impression que lui, c'est juste pas le vétéran comme les Fer, Winnick, Wingels. Il est un tout petit peu plus jeune, mais il encadre très bien. Et le fait que ces 3 autres joueurs soit parfaitement bien intégré dans ce système, fait que sur cet avantage numérique, c'est vraiment là où ils marquent, ils arrivent à faire la différence. Pas exactement, que, mais... en fin de deuxième tiers à Zoug, ou après la 30e minute, là, ils mettent le 3-1, L4-1 à chaque fois en powerplay. C'est ça qui les sort. Alors, merci Johan Morand au passage. J'espère que tu l'as pas hockey manager cette saison. Tu te souviens bien. Oui, j'oublie pas. Mais victoire à la Genevoise. Hein. Premier but, Winnick. Après, Temernes, Wingels, Temernes. 5 buts, 5 fois les étrangers. Contre Ambry. Le lendemain, Fer, Winnick. La veille, il y a eu un seul but. Là, c'est Boson. Alors, je sais pas, il s'est passé un truc. Le match d'avant, Winnick.
puis Temernes, Boson. Donc sur les 12 derniers buts de Genève Servette, Il y en a c'est 10. 10 fois les étrangers et 2 fois Boson. C'est rigolo comme statistique quand même. Non, mais c'est fou. Il y a plusieurs questions autour de Genève, notamment Kylian Jacques qui demande si Genève a, et j'aime bien cette question parce que j'avais mis, est-ce qu'il a le meilleur quatuor? Mais après d'un coup, j'ai bien relu sa question, c'est est-ce qu'il a le quatuor le plus complet d'étrangers de National League? Finalement, bah, c'est possible que oui, en tout cas sur ce début de saison, effectivement, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qui clique le mieux. Oui, pour moi, c'est vraiment clairement le meilleur, ou justement le quatuor le plus complet et le plus influent sur les résultats de son équipe. C'est clair. Les choix sont, t'as l'impression, tous bons, tous dans un rôle différent. Temernet, on vient d'en parler en long et en large. Après, Fer, c'est pas la même chose que Wingles ou Winnick. Ils ont chacun leurs caractéristiques et leurs vraies forces et leurs vrais points forts. Wingles, c'est plus le sniper. Fer, Le centre. quand il est centre, quand il est devant le gardien, il prend une place pas possible. Winnick, il fait tout le temps tout juste, pour faire simple. On schématise à peine. Ouais, le quatuor d'étrangers, c'est ce qui participe. On parle beaucoup des jeunes, mais ces jeunes sont bien encadrés par 4 vétérans étrangers, sans parler des Suisses. Ouais. 4 étrangers qui sont chacun bons dans leur rôle. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Je ne vois pas où tu as des meilleurs étrangers aussi complets et aussi influents qu'à Genève. Et, bah, à part ça, tu parlais des jeunes aussi. On a quand même, ils ont été très bons, on le répète, mais ça fait pas de mal de le répéter encore une fois. Ils ont été très bons dans la com début de saison en expliquant qu'il fallait développer les jeunes. Tu as fait un papier dernièrement pour rappeler toute la structure. Effectivement, on parle de Linus Omark à Genève, en tout cas le nom a popé comme ça, en disant que potentiellement il pouvait rejoindre Genève la saison prochaine. Peut-être même cette saison, je sais pas en KHL ce qu'il en est. Non, saison prochaine. Apparemment, mais je suis même pas sûr que ce soit Genève, je sais pas. Voilà. Le nom est sorti, mais attendons. Je pense que des fuites ou des infos, des bruits que j'ai, c'est pas aussi évident que ce soit Genève ou rien, quoi, comme le laissait entendre le papier de Aftonbladet en Suède. Mais ce qui change pas, c'est que comme en NHL, et c'est ce que tu mettais, c'est avec des jeunes que tu payes moins cher, comme tu as un salary cap, ce qu'on n'a pas en Suisse, mais c'est finalement construit un peu de la même manière. On a peu d'argent engagé sur certains joueurs parce que ils sont en progression. Puis quand ils vont devoir re-signer leur contrat dans 2 ans, parce qu'on a été malins, on les a signés quand ils étaient en progression, puis on espère qu'ils vont rapporter des dividendes, tu les payes moins cher, donc tu peux mettre plus d'argent sur les étrangers, et c'est complètement normal. En fait, c'est une bonne création d'effectifs. Dans le même ordre d'idée, alors c'est pas sur les étrangers, mais si Zug peut se permettre d'envoyer 800 ou 850 000 à la tête d'Hoffman et Giannoni et autres, c'est parce que tu as des Stadler qui prend des minutes derrière. Leuenberger, Langenegger, tous ces joueurs, Thierry même, qui ne devaient pas coûter bien cher avant de partir. Ça permet d'avoir un roster qui est peut-être un peu moins profond en talent sur la 3e ligne, la 4e ligne et encore. Mais par contre, devant, tu peux mettre des joueurs plus chers. Et c'est peut-être des fois ce qu'on peut reprocher à Lausanne, par exemple. Mais même, je pense, du côté de plein d'autres clubs. Fribourg, je pense que si tu as 3 juniors en 4e ligne à la place de Vauclair, Lauper et Le Tac, par exemple, tu économises un peu d'argent. Peut-être pas des pellets, mais quand même, qui te permettent d'aller ailleurs, mettre un peu d'argent, de répartir un peu différemment ton argent sur tes 4 lignes. Et ça se passe bien à Genève actuellement. Smirnov ne doit pas coûter bien cher. Miranda, Carrère, je pense qu'ils sont un poil plus chers quand même, parce qu'ils ont une petite expérience à Zurich que Smirnov n'a pas. Maillard vient du cru. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du cru, et cet amalgame, il est en train de vraiment bien marcher. Est-ce qu'on est surpris ? Complètement. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est une magnifique surprise. On a une question de Loïc Glana. Carrère, lui, qui joue comme un vétéran à 22 ans. Quel est notre avis à propos de Carrère? On se rappelle que c'est un joueur qui a quand même une belle expérience en National League. Donc oui, il a que 22 ans, mais c'est presque déjà un vétéran par son expérience, puisqu'il est entré très très tôt à Zurich. Tu parlais de Carrère et Miranda justement, mais là, pour reprendre le cas de Roger Carrère, il était appelé par Patrick Fischer pour faire partie de la sélection suisse. Effectivement, moi, j'étais pas complètement vendu à ce choix quand il est arrivé, dans le sens où est-ce que ça va être un défenseur offensif qui va être capable de prendre
un petit peu comment dire, la suite de Tom Ernest. Évidemment, moins bon, hein, mais on voit que Lecoultre, c'est un défenseur offensif, il était labellisé tel quel. Ah ben voilà, il le fait. Carrère, il était un peu labellisé comme ça à Zurich. Il a eu un petit peu plus de peine, mais par contre, c'est peut-être un défenseur. Il a plus d'expérience, puis il est peut-être plus all-around que simplement être un bon joueur de powerplay. Et pour l'instant, j'ai l'impression aussi qu'avec Maurer, ils ont réussi à prendre un bon vétéran pour encadrer justement ces joueurs qui sont plus jeunes, on va dire. Mais c'est vrai que je suis sur la fiche de Carrère actuellement. On a tendance à l'oublier, mais il a commencé sa carrière en Liga en 14-15. C'est hallucinant. Mais la saison qu'il fait actuellement, je pense que peu de monde pouvait imaginer qu'il soit à ce niveau-là. Parce qu'il a 32 matchs, 11 points. On parle au-delà de l'aspect défensif, où là, je pense qu'il est vraiment très bien. Mais offensivement, il amène aussi énormément. Sur sa carrière, c'était quelque chose comme 112 matchs à Zurich et il avait 13 points. Et là, il en a 32, 11. C'est hallucinant. Ouais. Et je pense que aussi, et peut-être qu'il passe un petit peu sous le radar, est-ce que le fait qu'il soit alémanique, qu'on fait moins attention à lui qu'à peut-être à Lecoultre, qui est un roman qu'on connaît d'ici, c'est l'ancien junior de Lausanne, il y a aussi cette histoire-là avec... UM20, non mais voilà... Et Carrère, on en parle moins, mais c'est aussi une des vraies raisons du succès de Genève Servette. Et Loïc a totalement raison de le mettre en avant. Est-ce qu'il joue comme un vétéran? Je ne sais pas, mais par contre, à 22 ans, il a signé un contrat à long terme à Genève. C'est un sacré bon move. On a plusieurs questions. Il y a Joël Bourcart, il y a Laurent Petita et puis il y a Ben 90. Il y avait Eumark à Genève. Tu as répondu à la question. Est-ce qu'il viendrait comme remplaçant? Est-ce qu'il partirait à 5 étrangers? Difficile de répondre. Ouais, je sais pas si je doute, mais on verra. Et puis Joël Bourcart Servette, elle est jeune, justement, la formation, est-ce qu'il y a un avenir à long terme? Et puis les deux avec Laurent Petita qui te demandent Davos et Genève Servette. Alors sous la barre à coup sûr, ça, point d'interrogation pour Joël. Et similitude entre Davos et Genève pour Laurent Petita. Effectivement, je dirais qu'on est surpris par les deux clubs, qui soient aussi hauts, mais pas forcément surpris par les qualités, parce que Davos en début de saison, toi tu les mets sur la barre. Donc effectivement, on va être plutôt clair autour de la 8e. Hein, complètement. Mais évidemment, on parle d'une équipe qui était dans le tour de classement, qui avançait pas l'année passée. On met un entraîneur novice, Christian Volven, qui, oui, a eu du succès avec les juniors, mais faut mettre en place des choses. On sait que ça prend du temps. Ça clique bien. Les étrangers, tout tourne bien. Benjamin Baumgartner, effectivement, il se développe à merveille. Mais je pense que plus que ce qu'on attendait, même si Refiner te dira « Ah non, mais Benjamin Baumgartner, lui, vous verrez, il est très fort. » Ouais, pas de souci, on pense bien, il n'y a pas de problème. Mais aussi fort que ça, aussi rapidement, que Joran van Pottelberger et Sandro Schliemann, tu pars avec ce duo de gardiens et tu te dis « Non, mais vous verrez, il n'y a pas de problème, on sera dans les 3 premiers avec ces 2 gardiens. » Ouais, désolé d'être un peu, pas forcément pessimiste, mais en tout cas interrogatif sur le fait que de partir avec 2 jeunes comme ça, puis de dire que ça va marcher comme à l'époque de Berat Genoni à Davos, ouais, non. D'ailleurs, Van Pottelberger, on l'a pas dit, mais si je ne fais erreur, il a signé avec Bienne, mais je crois qu'il y avait un... Rafainer disait qu'il voulait un petit sou en plus pour le laisser partir. Ouais, c'est le journal du Jura, je crois, qui annonçait ça ou qui expliquait qu'en gros, ils sont tous d'accord, sauf Bienne et les Davos actuellement. C'est vraiment ça. Van Pottelberg est d'accord de s'en aller de Davos et de rompre le contrat. Il est d'accord de signer à Bienne sans... Parce que Robert Mayer a signé à Davos. Voilà, de signer à Bienne sans clause de NHL pour 2 ans, pas de problème. Maintenant, c'est à combien il va partir Enfin, combien va coûter... Mais en même temps... Ce buy-out presque un peu. Mais... En même temps, Bienne est en position de force parce qu'ils se disent alors, pas de problème, nous on le prend pas. Le marché des gardiens, il s'est quand même bien établi maintenant. Oui. Je vois pas... Peut-être Lugano à la limite pourrait se dire non mais plus que bien, je sais pas, mais ils ont Schlegel sur Kirchen, ça devient quand même compliqué. Ouais, ils veulent pas faire collection. Du coup, je pense que ça va se régler. C'est un petit bras de fer, mais ça devrait se régler. Mais effectivement, Davos, ouais, moi je les mets 8e dans mes pronostics d'avant-saison. D'ailleurs, merci de me les envoyer assez fréquemment sur les réseaux sociaux, mes pronostics d'avant-saison. Au cas où je les ai oubliés, comme ça, je m'en rappelle. Merci beaucoup. Ça d'ailleurs, c'est un peu, je veux pas faire un coup de gueule magistral, mais il y a le côté oui, alors les journalistes, ils ont dit ça, puis on nous renvoie à nos trucs. Forcément, on nous demande de faire des pronostics, on se base sur certaines choses, sur une habitude. On suit quand même le hockey, on n'a clairement pas la science infuse ni la vérité, mais
on nous demande de nous mouiller. On se rappelle que Laurent Kleisel, une fois, il nous avait dit, mais moi, les journalistes sont pas là pour faire des pronostics, ils sont là pour relater ce qui se passe, et c'est pas leur rôle. Je trouve qu'il avait assez raison, finalement. Mais c'est un truc que les gens aiment bien, les auditeurs, les lecteurs aiment bien, pouvoir se confronter à la vie en se disant... Mais on a vraiment l'impression que des fois, c'est pour dire « Ah, 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 ils se sont trompés et tout ». Et puis en tout cas, on va jamais dire quand on a raison. Moi, il n'y a pas de problème. J'accepte volontiers la critique. On peut nous dire qu'on est des tabourets, qu'on est des bobets, puis qu'on s'est trompé. Mais des fois, c'est un peu facile. On a l'impression de taper là-dessus. Et puis, on aime bien, effectivement, comme tu dis, alors, nous remettre chaque fois sous le nez un truc où on s'est trompé. Bon, ben, voilà. Ouais, puis je crois qu'on n'est pas les derniers à le dire à ce micro quand on a imaginé une chose et qu'elle se passe absolument pas. Bien au contraire, je crois que... Mais là ça m'a fait rire parce que depuis que Genève est justement leader, j'ai eu pas mal de messages dans ce sens-là. Et je suis quand même allé voir, je dis à Jean-Fred de ne pas me relayer trop de choses qu'il voit à gauche à droite. Mais là, je suis allé sur le forum de Genève Servette avant la saison, voir les pronostics. Voir quelle était l'avis. La tendance, hein. Est-ce que c'est nous qui étions trop sévères et qu'on se plantait complètement et auquel cas, bah voilà. Puis en fait, non, les gens mettent 8, 9, 9e en disant j'espère qu'ils vont me donner tort. Mais parce que la place de cette équipe avant la saison et avec les forces en présence avant la saison, pour moi, et je le répète, c'est pas leader. Nouvel entraîneur, tu changes tout le truc. Enfin, c'est tellement difficile à juger en plus. Donc, mais toujours est-il qu'on s'est planté. Ben, faut l'avouer. Enfin, Le reconnaître, l'admettre. Faut l'accepter. Exactement. Moi, j'avais pas vu venir Genève aussi fort et je pense que personne. Alors premier, même les abonnés de longue date des Vernets n'auraient pas osé mettre Genève premier au mois de janvier. Mais à part les abonnés de longue date des Vernets, ben, personne voyait Genève aussi bien et c'est d'autant plus louable ce qu'ils sont en train de réaliser. Ça a cliqué. Je vois pas d'autres mots pour dire que après voilà. Il reste 16 matchs en saison régulière. Les playoffs derrière, ben, je crois qu'on peut parler de playoffs. Et du coup, moi qui les avais mis en play-out, il y aurait 1 sur 8 de faux, en tout cas dans les qualifiés pour les playoffs. Après, voir ce qu'une équipe relativement jeune peut faire en playoffs. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue, hein, en dessous de 25 ans de moyenne d'âge. Voir ce que ça peut faire derrière. Mais en tout cas, c'est la preuve que le projet mis en place est bon. Et maintenant, on va voir comment ça va se développer par la suite, parce qu'il y a toujours cette tentation de vouloir franchir une étape un peu plus vite en ayant eu du succès assez tôt, de se dire on brûle une étape. Et c'est là où il faudra peut-être avoir un peu de patience, justement. Peut-être qu'il y aura peut-être une pierre d'achoppement à un moment ou l'autre, et à ce moment-là, pas tout remettre en question et continuer à garder cette vision. Parce que je me rappelle ce qu'on disait avant la saison, c'est qu'on adorait ce projet genevois. Oui. Et qu'on était presque jaloux de ne pas être des supporters de Genève Servette, parce que voir les jeunes développer sous ses yeux, c'est toujours chouette. Et moi qui suis fan d'une équipe de NBA, j'aime bien quand il y a un jeune qui débarque et tu vois sa progression. Tu te dis, c'est cool, là il va jouer peut-être 10-12 minutes aujourd'hui parce qu'il se passe tel truc. C'est chouette de le voir un peu sur la glace. Et moi, toi tu l'as aussi dit, jaloux de pouvoir voir ça comme le voient les jeunes voix. C'est bien, c'est super, profiter en tout cas. On finit notre tour d'horizon des équipes romandes avec Lausanne qui reste sur 4 victoires consécutives. Quand on est parti en pause, Lausanne n'allait pas bien du tout. Non. Depuis qu'on revient, Lausanne va très bien. C'est assez amusant de voir ce qui peut se passer finalement en 2 semaines, 3 semaines, dans le cœur d'une équipe où là, tout d'un coup, est-ce que ça coïncide avec la mise à l'écart de Jonas Junland ? Il se trouve que Junland a été mis en tribune sur les 5 derniers matchs, puis Lausanne a gagné les 4 derniers. Donc ça s'est pas fait sur le premier, mais les 4 suivants, en tout cas, les joueurs ont pris leurs responsabilités sans le défenseur qui mangeait le plus de glace. On parlait de Tom Ernest avant, on a Junland. Et en plus, dans la foulée, ou presque, Lausanne a annoncé avoir signé, c'est toi qui l'avais sorti d'ailleurs l'info en premier, Philippe Holm, un défenseur il est de 91, donc il doit avoir, je crois qu'il a encore 28 ans, qui fait 1m86, autour de 85 kg, on va dire. Ça a l'air d'être un remplaçant tout à fait valable, en tout cas qui a le profil qui ressemble beaucoup à celui de Jonas Junland.
Moi, il y a une personne qui m'a dit qu'il était meilleur que Gragnani. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gragnani, le défenseur qui a joué à Berne, notamment à Ambry aussi. Et que c'était ce genre de profil-là, mais en mieux. Et donc, mais je me méfie toujours de ce genre de comparaison entre des joueurs. Surtout, il faut se rappeler. Hein. Ah, il faut déjà se rappeler, mais alors j'ai pas pu demander. Ouais, mais tu peux pas être un peu plus précis sur maintenant. Donc, bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai eu sous la dent. Je sais que ça fait 3 semaines qu'il était sur le marché. Qu'il avait pris la décision de vouloir s'en aller d'Amérique du Nord. Le marché de KHL a été sondé. L'année passée, il était sauf à Nizhny Novgorod. Là, il avait fait 61 matchs, 26 points, ce qui est quand même très bien pour un défenseur en KHL. Il a fait le All-Star de KHL aussi. Exactement. En Europe, c'est un défenseur qui a l'air d'avoir clairement sa place. En Amérique du Nord, ça a toujours été un peu plus compliqué apparemment, même si là il a un demi-point par match à Rockford, mais je pense que il n'a pas signé pour ça. Il avait signé son contrat avec Chicago en se disant je retente une fois ma chance après une bonne saison en KHL. Si ça passe pas, bon ben tchusstamé, je rentre en Europe. Parce qu'il avait fait un match avec Vancouver, je crois. Ouais, il y a 3 saisons ou 4 saisons. Voilà. Et il a qu'une fois. C'est quoi, il est champion du monde en 2017 aussi. Oui. Il n'a jamais été drafté. C'est la carrière NHL de Julien Vauclair, sauf erreur. C'est qui va goûter une fois de la NHL. avec puis après, Ottawa, ouais. Et bah voilà, donc c'est vraiment difficile d'avoir un avis précis sur un joueur quand on l'a jamais vu jouer. Ouais, c'est ça. Par contre, dans son pédigré, il y a champion du monde avec la Suède. Ça, mine de rien, avec Grönborg. Voilà. On pourrait poser la question à Grönborg d'ailleurs, ce qu'il pense de Philippe Hall. Il y a quand même une saison à 26 points en KHL, ça c'est vraiment solide. Il était présent au championnat du monde l'année passée, en 2019. Il n'a pas joué, par contre, il était surnuméraire. Mais voilà, apparemment, c'est mieux que de jouer à 3 étrangers. Il y a eu des matchs où il y avait un spot de libre et Younland dans les tribunes. Donc, c'est de toute façon pas pire que cette situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus excitant comme signature que Max Verne. Alors, on en a beaucoup rigolé après, mais je rappelle qu'on en avait quand même un peu rigolé avant déjà. Là, non, là, je pense vraiment que c'est le vrai 5e étranger qu'attendait Ian Alston. Les priorités ont dû changer à un moment ou à un autre dans la saison, aussi en raison du jeu de Younland, pas seulement avec le clash qui est en train de se passer actuellement, mais aussi rien qu'avec le jeu de Younland sur la glace. Tu dis, ouais, bon, ok, il va falloir faire autre chose, quoi. T'as l'impression que c'est de nouveau le pouls que tu peux prendre de la part des supporters, des spectateurs. Tout le monde avait l'impression qu'il allait un pas un peu moins vite, quoi. Et les gens étaient un peu surpris de le voir à 3 contre 3, justement avec ce côté un peu plus lent où tu te dis, mais on est vraiment sûr que c'est lui qui doit démarrer ça, où ça va se jouer sur un petit espace, où il va y avoir de la vitesse, il va y avoir des 1 contre 1 où tu peux être battu. Bon, visiblement, Ville Peltonen, en tout cas, on peut pas le dire qu'il lui a pas donné sa chance, parce que pendant un moment, c'était pas trop ça. C'est sous ta plume que je lisais aussi que ou non, c'était sous celle de Jérôme Renard, je crois, que sa préparation d'été, là, tout d'un coup, commençait à sortir, qu'il était peut-être pas au top, parce qu'il s'est entraîné tout seul en Suède avec un préparateur physique qu'il a payé lui-même et tout, puis que... Bon, moi, on m'a toujours dit que les préparations d'été de Younland, c'était quand même très souvent le freestyle. Même quand il était très bon la saison suivante, il revenait souvent dans des dispositions physiques qui n'étaient pas dignes d'un athlète de haut niveau qui a fait toute une préparation d'été intensive. Ouais. Donc, oui, est-ce que c'était une fois de plus le cas ? Le problème, c'est que le jeu ne va pas en ralentissant. Et loin s'en faut, le jeu va quand même toujours plus vite. Donc jusqu'à un certain point, tu peux peut-être encore compenser par l'intelligence de par jeu, ton intelligence, par ton physique, par plein de choses. Et à partir d'un certain moment, ça peut être trop et impossible à compenser. Maintenant, moi, je me méfie toujours. C'est comme les discours sur les coachs une fois qu'ils ont été virés, où tout le monde commence à... Les langues se délient après. Ouais, moi je fais toujours assez attention. Je ne doute pas une seule seconde qu'il était plus suffisamment bon pour jouer à Lausanne. On a quand même une trentaine de preuves d'une heure à conviction contre Jonas Younland avec les matchs de Lausanne. Pas de problème. Maintenant, on va vouloir tout lui mettre sur le dos. Je pense que c'est un peu facile. Il est étranger, c'est facile. Alors voilà, on en revient toujours à ce fameux théorème où c'est beaucoup plus facile de mettre un taquet à l'étranger qu'au joueur qui a une chance de lire ton texte. D'ailleurs, j'ai mis un gros taquet à Stolberg parce qu'il est étranger la semaine passée. Hein. C'est pas parce qu'il a été nul, c'est juste parce qu'il peut pas me lire et pas venir m'en parler derrière. Mais blague à part, bah oui, je me méfie de ce qui est en train de se passer là. Maintenant, la seule chose sur laquelle il faut s'arrêter, c'est est-ce qu'il avait encore le niveau ? Oui, non. Si tu prends la décision que la réponse est non,
eh ben, très bien, tu le laisses en tribune, tu te dis, il a plus le niveau, donc pourquoi je le laisserais jouer 8 minutes en sixième défenseur? Ok, choix fort de la part du staff, il faut respecter ce choix. Les résultats, ils sont jugés sur les résultats, de toute façon, les résultats sont meilleurs, donc le choix est le bon. Ils ont trouvé quelqu'un pour le remplacer poste pour poste avec Holm, qui sera, je pense et j'en suis convaincu, meilleur que Jonas Lundholm. Donc Lausanne va être meilleur à partir de l'arrivée de Philippe Holm. Donc il n'y a rien à critiquer là autour dans cette décision. Bien au contraire, je pense que le but de Jonas c'est de faire progresser son équipe. Ouais. Bah, là, elle a progressé. Maintenant, après, Junland m'a parlé de la manière dont il a été traité. Et là aussi, j'ai relayé ses propos. Avec un peu de retard, j'ai fait mon mea culpa, j'ai relayé les propos de Jan Alston aussi. Voilà, je pense que next quoi, Ils veulent tous passer à autre chose. Ouais, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Donc maintenant, il faut qu'ils trouvent un accord pour un buy-out ou autre, comme ça Lausanne peut encore prendre un autre étranger et puis passer à autre chose. D'ailleurs, comme tu le disais très justement, Holm, on n'a aucune idée en gros parce qu'il faudrait avoir regardé les matchs des Rockford Ice Hogs. Tu peux te dire ah ouais alors il est ci, il est ça, ou voir des scouting reports des suiveurs des Blackhawks. Mais si je me borne à prendre bêtement les points par match en AHL, mais je trouve assez amusant et j'ai pris Junland, Nygren, Tömmernes et Holm, 3 défenseurs suédois offensifs, qui pour certains ont à peu près le même âge. Holm, Tömmernes et Nygren sont à peu près de la même génération. Junland un tout petit peu plus âgé puisqu'il est de 1987. Mais Holm c'est 0,57 points par match en AHL. Tömmernes c'était 0,38. Nygren c'est 0,58. Et Junland c'était 0,52. Et si on prend les points en Suisse, Junland 0,74, Tömmernes 0,71 et Nygren 0,60. En gros, on voit qu'on est sur un demi-point en AHL et puis normalement un petit peu plus en Suisse, qui est une ligue un petit peu plus offensive. Donc, si ça reste comme ça, ils font tous à peu près... Nygren est peut-être un peu plus petit, mais c'est autour d'un mètre 85, entre un mètre... ça. Je pense que tu l'as dit, on sait ce qu'on a. C'est pas une boîte de chocolat, comme dirait la maman de Forrest Gump. On sait sur quoi on va tomber normalement. Maintenant, effectivement, on pourrait tous nous reprendre dans 2 semaines ou dans 1 mois en disant « Ah ouais, vous aviez dit que il serait bon. Vous avez vu, c'est un nulos. » Bon, ben voilà. Mais tous les échos que j'avais des échos comme quoi Max Vernet était un nulos avant son arrivée, ça s'est confirmé. Là, les échos sont vraiment positifs, que ceux que j'ai pas autour de la ligue en Suisse, parce que j'ai essayé de sonder, mais personne ne le connaît vraiment bien ici, à part Grunborg, mais je l'appelle pas tous les matins. Mais à l'étranger, les gens que j'ai appelés m'ont dit que du bien de ce joueur. Donc réjouissons-nous de le voir sous le maillot lausannois. Je pense qu'il va faire du bien à cette équipe. Surtout que Lindbohm en ce moment est vraiment très très bon, et du coup ça nous pose la question de Brian qui dit « Holm, est-ce que c'est une option intéressante pour la saison prochaine? Est-ce qu'on part sur une formule à 1-3 à Lausanne ou 2-2 comme cette année ?» Difficile, hein? Ouais, c'est vraiment difficile. Sachant qu'ils n'ont pas remplacé encore Yannick Heron pour l'instant. Non. Au centre, Jeffrey n'a pas été numériquement remplacé non plus, donc il te manque en fait un centre et un ailier. Si tu veux prendre un centre étranger, c'est difficile de tourner avec 2 défenseurs. Enfin, j'en sais rien. Ouais, c'est une vraie question. Moi, je pense que Lausanne est quand même un peu léger en défense avec un seul étranger. À voir comment se développent les joueurs, les Eldner, même Frick, qui a quand même encore une marge de progression qui est présente. Moi, il me semble que ça dépend après si tu engages un défenseur suisse, mais sur le marché il n'y a pas énorme, en tout cas des défenseurs suisses évoluant en Suisse. Après tu peux toujours te dire est-ce qu'Yannick Weber va revenir en Europe? Aucune idée, qu'on soit clair, mais là ça change complètement toute la théorie. En l'état, moi je me demande s'il n'y a pas suffisamment de matière devant pour gérer avec seulement entre guillemets 2 étrangers et de te dire on met 2 défenseurs. Moi cette formule-là elle me déplaît pas en tout cas. Donc si elle venait à être reconduite, je serais pas surpris. Maintenant parce qu'il me semble qu'il manque un peu de profondeur derrière pour régater. Et aussi on parle, si le but c'est de faire les playoffs, je pense que la défense elle va très bien. Ouais. Si le but c'est d'aller au titre, parce que c'est quand même au bout d'un moment l'idée est de chaque année, comme il y a un nivellement par le haut, forcément les Bienne, les Lausanne, les Davos, les Viennent ensuite. Fribourg semble vouloir arriver dans cette catégorie-là. Genève aussi en 3 ans. En termes de budget, je parle en tout cas. Il y a un nivellement par le haut, et Genève, je parlais d'un point de vue budget justement, donc je les sortais vu qu'ils sont un peu en dessous, mais effectivement,
si le but c'est d'aller au titre, moi je pense que tu es quand même un petit peu léger derrière, donc d'avoir un deuxième défenseur étranger, ça peut être la bonne solution. Maintenant, si on apprend que Lausanne a signé un défenseur suisse de bon niveau, bah là ça change complètement la donne, c'est clair. Tu parlais de profondeur en défense, par contre la profondeur en attaque, c'est assez fou. J'avais sorti une petite stat en regardant comme ça, le nombre de joueurs qui ont marqué plus de 13 points. J'ai pris ça à dessein parce que Lausanne, ça faisait 13 joueurs qui ont marqué plus de 13 points cette saison. C'était il y a peut-être il y a eu un match depuis. Fribourg et Langnau, c'était par exemple 5. Et la deuxième équipe qui avait le plus de joueurs avec autant de points, c'était Davos avec 10. Donc, le top 9 de Lausanne, on l'a assez mentionné en disant ah ouais, ils ont quand même une grosse profondeur. Par contre, la quatrième ligne, c'était Trabert, Antognetti, Froidevaux, bien Lee Roberts, Léoné. D'autres équipes, tu dis le top 6 il est très bien, mais de la troisième ligne, tu commences à gueuler. Donc, voilà. On commence à dire là, c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Hein. Et ils ont vraiment les Moy, les Kennings qui sont des fois peut-être pas forcément. Pour Hockey Manager, c'est moins intéressant parce qu'ils vont pas marquer beaucoup de points. Mais par contre, ils vont être quand même finalement assez réguliers quand on prend froidement les chiffres, quoi. Et ça, c'est quand même une force, finalement. Bien sûr. Et ça rejoint ce que je viens de dire par rapport aux deux étrangers, derrière et de devant. Est-ce que ça ne suffit pas finalement d'en avoir de devant? Justement parce que tu as Berchi, tu as Vermin, tu as Kennins, tu as ces joueurs-là qui amènent quelque chose et qui ne jouent pas le rôle d'étranger forcément, mais je pense qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a vraiment une distinction à faire en fonction du passeport en termes de qualité sur la glace? Et là, on parlait justement avant la pause et au moment où Lausanne était dans le dur, que c'était à ces joueurs-là de se réveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, c'est temps Berchi. Les leaders. C'est drôle. Ouais. Berchi, ces temps, il est fantastique. Oui. Et efficace surtout. Voilà. Je pense que moi souvent j'étais frustré par Berchi parce que tu le vois faire des tours de zone et tout, il protège son puck comme peu de joueurs le font en Suisse. Donc tu dis wow, ouais, impressionnant. Après à la fin tu dis mais ça a débouché sur quoi? Et là ça débouche sur des buts, des passes décisives et des tirs. Il y a pas que les buts et les assists, mais bien sûr. Il y a une vraie production offensive qui vient de ça. Et les leaders se sont réveillés, les leaders suisses se sont clairement réveillés. Et c'est aussi pour ça que Lausanne va beaucoup mieux actuellement. Et puis je crois qu'il y a un box-play qui est assez agressif. C'est Cédric qui le révélait sur Twitter en disant que le box-play lausannois était de plus en plus agressif et que ça... Ils ont notamment marqué, tu parlais de Berchi, parce qu'il avait marqué un but à 4 contre 5. C'est toujours intéressant d'arriver dans une situation d'infériorité numérique à aller planter un goal. On parlait du calendrier de Fribourg, je voulais finir là-dessus avec Lausanne. Le calendrier de Lausanne qui est aussi très particulier à cause des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et Lausanne joue à peu près un match par semaine, c'est un peu comme Fribourg. Puis alors, par contre, après, au mois de février, il va falloir caser tous ces matchs-là. Ouais. Et Lausanne va jouer beaucoup plus que les autres. Je sais pas, je me suis posé la question si Lausanne se qualifie assez rapidement pour les playoffs, peut-être pas envers au télétexte, mais où tu te dis, bon, ça peut passer. Est-ce qu'ils vont skipper quelques matchs en disant, ouais, mais là, si on veut être au top au mois de mars, est-ce qu'on peut se permettre... C'est difficile de se dire... Bon, après, 3 matchs par semaine, c'est le tarif en playoff. Donc finalement, tu peux aussi le voir dans l'autre sens. Tu peux le voir comme une montée en puissance. Et je fais assez confiance aux dirigeants et au staff pour avoir, préparer des pics de forme à des moments à un moment ou à un autre dans la saison pour avoir justement qui coïncide avec ces temps un peu plus difficiles et un peu plus calmes comme maintenant et un peu plus chargés comme en février. Moi j'aime bien cette fin de saison assez chargée en match qui permet justement d'arriver au playoff dans un très bon rythme et de pouvoir enchaîner un match tous les 2 jours un peu plus facilement. Donc je le vois pas comme un problème, mais comme tu dis après effectivement si tu peux te permettre de ne pas faire un match à la vie à la mort tous les soirs jusqu'au soir de la 50e journée. Après, il y a toujours la théorie inverse, que le 8e est dangereux parce qu'il s'est battu jusqu'à la dernière journée. Finalement, je pense qu'on pourra dire, une fois que les playoffs seront terminés, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose, ce calendrier. Mais toujours est-il que là, il y avait un moment très, très charnière avec ces derniers matchs-là. S'ils les avaient mal négociés, la suite, les matchs à venir, il y a 3 matchs à l'extérieur maintenant, ça aurait pu être un peu tendu. Là, ils sont de nouveau un tout petit peu plus tranquilles. Mais comme on le disait avant la saison ou au début, quand c'était un peu brinque-ballant, le but de Lausanne, c'est pas de finir 5e.
Non. Je pense c'est quand même de commencer avec l'avantage de la glace pour les playoffs au minimum. Et là, il y a 8 points sur Davos. Donc, oui, ils sont un peu plus tranquilles avec la barre. Mais il faudrait donner un petit coup de collier maintenant, justement, pour au moins accrocher l'avantage de la glace en quart de finale. Ce serait un minimum. Puis on voulait terminer cet épisode avec un petit détour du côté de Lausanne, puisque vous le savez probablement, les Jeux Olympiques de la jeunesse vont commencer cette fin de semaine avec 2 tournois de hockey sur des formats différents. Et pour en parler, on a eu la chance d'avoir Steve Dreyfus à notre micro. Donc Steve est un linesman numéro 2 de National League, vous le voyez peut-être de temps en temps sur les matchs que vous suivez. Et accessoirement, il s'occupe, en ce moment c'est pas accessoirement, là en ce moment c'est à plein temps, il s'occupe du hockey sur glace dans le cadre de cette manifestation des JOJ à Lausanne. Donc on lui a demandé c'est quoi le tournoi 3-3 qui va nous occuper la première semaine. On rappelle, c'est des jeunes entre 15 et 18 ans en l'occurrence pour le hockey. Le hockey normal, c'est moins de 16. Voilà, et en deuxième semaine, il y a un tournoi traditionnel à 6 nations. Et donc voilà, on lui a tendu le micro pour nous expliquer ce que c'était et pourquoi il fallait venir à Lausanne suivre ces matchs des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est un programme qui est extrêmement dynamique et innovant, qui est proposé et c'est unique. Ça s'est jamais vu de faire un tournoi de 3 contre 3 au niveau mondial dans une configuration inédite avec des bandes amovibles. C'est-à-dire qu'on va avoir 8 équipes d'hommes, 8 équipes de femmes qui vont disputer des matchs de 3 fois 16 minutes avec, lors de chaque période de 16 minutes, 1 minute par shift qui est timé. Et à la fin de ce shift d'1 minute, le buzzer retentit, les lignes changent, donc les nouveaux joueurs rentrent et on continue à jouer sans engagement. Donc ça donne vraiment un jeu qui est très dynamique. Il faut savoir que les athlètes ont été sélectionnés sur la base de compétences individuelles dans leur pays respectifs. Ensuite, il y a eu un classement par nation qui a été effectué par la Fédération internationale. Et on voulait vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas plus d'1 joueur du même pays par équipe, ce qui veut dire 13 joueurs par équipe de différentes nationalités, un coach qui est nommé par la Fédération internationale. Et donc, c'est encore une fois un format totalement inédit. 8 équipes d'hommes, 8 équipes de femmes. On met des bandes amovibles sur la ligne bleue de chaque côté, ce qui donne justement la possibilité de jouer avec 4 équipes en simultané, donc 2 matchs en même temps. Et ça, c'est totalement neuf, du jamais vu, et on se réjouit vraiment. Le but, c'est pas la médaille, le but c'est vraiment d'apprendre, d'échanger avec ses collègues, développer la culture hockey, et puis de pouvoir voir différentes cultures jouer ensemble. Un Argentin qui peut jouer par exemple avec un Suédois, etc. Ça peut vraiment être des mélanges très intéressants et très enrichissants pour ces jeunes. Après, c'est clair que le programme est tout aussi alléchant en deuxième semaine avec le tournoi 6 nations, où là, autant les équipes féminines que masculines viennent avec les top nations, ce qui veut dire qu'il y aura vraiment un tournoi de qualité qui sera proposé. Particularité, c'est qu'on jouera 3 fois 15 minutes, mais les athlètes étant les meilleurs de leur pays respectif pour leur catégorie, ça va donner un jeu très dynamique dans cette Vaudoise Arena qui pour certains matchs est déjà annoncé full. Donc on se réjouit de vibrer dans une configuration internationale à Malais avec ces jeunes venant de 12 pays différents pour cette deuxième semaine. Ça va vraiment être un magnifique festival du sport. Il y a des animations aussi aux alentours de la patinoire. On se réjouit, encore une fois, on est très motivés, toutes les équipes en place sont motivées. On attend maintenant que ça démarre et on se réjouit du 10 pour la première journée de compétition. Bon, Greg, c'est la fin. Je vois le timing. Et évidemment, on avait dit qu'on devait speeder pour aller en dessous de l'heure. Raté. Impossible, on le Mais savait. Non ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait tellement de trucs à développer. Voilà. Donc voilà, on est quand même arrivé au bout de cet épisode de reprise, parce que c'était le cas. Épisode 20, toi qui as souvent des soucis avec les nombres. Voilà, ouais, je t'avais proposé une autre manière de décompter les épisodes à l'image de CJ McCollum, le joueur de Portland, qui donne le numéro de maillot de chaque joueur à l'épisode. Mais non, on va garder nos épisodes.
C'est pas les épisodes hommage aux joueurs qui portent tel numéro. Non, on en reste au numéro 20. Bah voilà, vous pouvez continuer de nous écouter, nous poser vos questions sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook, Twitter, nous écouter, Spotify, SoundCloud. On a notre site internet cold-fax.ch. Le forum aussi d'ailleurs. Le forum où on est content. Il y a une petite animation de temps en temps. Ça décolle gentiment, on est très content. Et bah voilà, d'ici la semaine prochaine, profitez bien des matchs du week-end et à bientôt. À bientôt.